Bonjour chers amis, voilà, je fais une vidéo. Alors c'est le deuxième essai que je fais. J'essaie de naviguer sur mon logiciel avec le partage d'écran. Donc on va voir ça dans un instant. Et la première fois ça n'a pas réussi, il n'y a pas eu de son du tout. Alors voilà, j'espère que vous allez bien, moi tout va bien. Écoutez, voilà, nous allons commencer tout de suite par le générique, hein. Je vous fais comment? Je vous fais un générique d'entrée et je reviendrai à vous dans quelques secondes. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà. On y va. Et c'est parti. My care is like my shadow, laid bare beneath the sun. He follows me at all times and flies when I pursue it. I freeze and yet am always free. It moves and yet am always done. I love and yet am forced to hate. I seek some beauty inside, I praise. My care is like my shadow, laid bare beneath the sun. He follows me at all times and flies when I pursue it. I love and yet am forced to hate. I seek some beauty inside, I praise. I'm gentle and like the ease inside it too. Voilà, bonjour mes amis, j'espère que cette introduction musicale vous a plu. Il s'agit d'une musique de film, hein, je ne vous le cache pas, d'un film qui est La Reine Vierge, le titre dans la langue de l'Hexagone, c'est ça, c'est la Vierge Mère, à savoir Élisabeth Ier, ou première, Élisabeth Ier. Reine d'Angleterre, reine vierge, hein, elle n'a pas eu de succession, c'était la fille de Henri VIII. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, je suis pas, enfin si, mais l'histoire de notre hexagone, hein, notre royaume d'abord. L'Angleterre, ça viendra, je ne sais pas quand, mais bon, chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, tout va bien chez vous, que vous passez des bons moments, en famille, entre amis, et puis bien sûr sur votre lieu de travail. Alors là, c'est pas forcément un bon moment, des bons moments, mais on peut avoir des moments heureux dans son travail, ça peut arriver, hein. Moi j'avais des moments heureux, parfois des moments douloureux aussi, et parfois malheureux. Et oui, il y a de tout, hein, dans le travail, et même en famille d'ailleurs, hein. Même en famille, il n'y a pas toujours que des moments heureux, hein. Mais enfin, autant rendre les choses le plus agréable possible, c'est ce que je vous souhaite, hein. Moi, ça m'est arrivé d'être obligé de pacifier, voilà. Alors, je voulais vous demander de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de partager et surtout de liker, mettre un pouce en haut, en bas, peu importe, comme vous voulez, et puis de mettre comment dire, d'activer la clochette. Voilà, allez, on va très vite au vif du sujet, à savoir aujourd'hui Clotaire 4 ans. Alors vous verrez que c'était un règne très court. Alors je ne sais pas si je ferai un brin d'actualité. Ouais, peut-être un petit peu, ouais, comme ça. Bon. Alors la filiation, aucune source, bon voilà, contemporaine n'indique la filiation de Clotaire IV, vous voyez, hormis un diplôme de Gildebert IV daté de 1610, où ce dernier se dit frère d'un Clotaire. Cependant, ce Clotaire est supposé avoir déjà régné alors que Clotaire IV n'est monté sur le trône qu'en 717. Léon le Vilain a supposé
je vais essayer de parler en face, hein, j'espère que vous m'entendez bien, a supposé qu'il a été associé au trône du vivant de son père, puis détrôné avant de remonter sur le trône. Hypothèse critiquée par Carl Auguste Eckhart, lequel a démontré que le nom de Clotarius dans le diplôme est une erreur et qu'il faut y voir Clodoveus. Ce dernier est par la suite analysé plusieurs témoignages tardifs qui proposent une filiation pour Clotaire IV. Bon, ça, à voir. Alors de qui? On va voir un peu la source là. Ouais, voilà, Christian Setipani, nouvelle histoire. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que ça vaut. Clotaire IV serait le fils et successeur de Dagobert III selon la Chronicum Vedastinum, Xe siècle, oui, qui ajoute qu'il fut emmené à l'âge de 7 mois, pardon, excusez-moi, 7 mois au monastère de Chelles. Oui, vous savez, les religieux, il faut les prendre très tôt, hein, les enfants, sinon on ne peut pas en faire de bons religieux, quoi, enfin, de bons croyants. L'information est par la suite reprise dans la généalogie Comitum Boulognesium, et ben dis donc, et le généalogie Ducum Brabanlier au XIIIe siècle. Clotaire IV serait le fils de Thierry IV et le dernier roi, mérovingien selon l'historier Regnum Francorum, XIe siècle. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Vous ferez vous-même vos propres recherches. Hein. Alors Clotaire IV serait le fils de Thierry IV, et le dernier roi mérovingien selon, je l'ai dit je crois, selon l'Historia Regnum Francorum, XIe siècle, c'est ça que je l'ai dit. Clotaire IV serait le fils de Clovis II et cousin de Charles Martel. Tiens, selon Adhémar de Chaban, qui c'est ça? D'accord, bon. Un religieux, hein, autant vous dire. Clotaire IV serait le successeur donc et l'oncle paternel de Dagobert III, c'est-à-dire fils de Thierry III selon Albéric de Troyes-Fontaine. Pour Carl Auguste Eckhart, la proposition de la Chronicum Vedastinum résulte d'une confusion avec Thierry IV, le vrai successeur de Dagobert III, qui fut effectivement élevé à Chelles. L'Historia Regnum Francorum, quant à lui, est victime d'une autre confusion avec Childéric III. Clotaire IV ne pouvait pas être le fils d'un de ses successeurs. La filiation, évidemment, hein, la filiation attribuée par Adhémar de Chaban correspond à celle de Clotaire III et non à celle de Clotaire IV. Ah, ben oui. Clotaire III ne peut pas être le fils de Clotaire IV, hein, vous êtes bien d'accord? Il y a confusion là. En conclusion, Carl Auguste Eckhart estime possible le témoignage d'Albéric de Troyes-Fontaine affirmant Clotaire IV comme fils de Thierry III. Le rédacteur de l'Historie Regnum Francorum se serait en fait trompé de Thierry. Ah bon? Un argument renforçant la filiation en faveur de Thierry III. Ah oui, Thierry III serait le père de Clotaire IV, d'accord. Et la mention d'Adhémar de Chaban qui indique Clotaire IV comme cousin de Charles Martel. Alors Charles Martel, c'est le fils de Pépin de Herzal. Thierry III a épousé Clotilde Doda, dont le second prénom montre une parenté possible avec Sainte Dode. Doda, alors Doda c'est en latin ou je sais pas quoi, épouse de Saint Arnaud et arrière-grand-mère de Charles Martel. Cette hypothèse est suivie par plusieurs historiens. Bon, lesquels? On va un petit peu voir. Marie-Cécile Isaïa, voilà. Histoire des Carolingiens. Bon, ça semble être une... Je connais pas la source, hein, je peux pas vous dire si c'est bon, pas bon. Bon. Écoutez, hein. Alors, biographie, qu'est-ce que nous avons dans la biographie? Clotaire a été fait roi à l'instigation de Charles Martel, puisque Charles Martel était maire, hein, maire de palais, donc après sa victoire sur les forces de Chilpéric II,
et du maire du palais Raginfred à la bataille de Vichy, pas Vichy, hein, Vichy. D'ailleurs, c'est où ça, Vichy? La bataille de Vichy, près de Cambrai, d'accord, dans le nord. Ce qu'ils appellent le Hauts-de-France maintenant. Le 21 mars 717, cette victoire permet à Charles Martel de contrôler la majeure partie de l'Austrasie. L'institution d'un roi rival, en la personne de Clotaire IV, répondait à deux objectifs. Elle légitimait Charles Martel en tant que maire du palais, fonction qu'il revendiquait comme un héritage de son père Pépin de Herzal. C'est ce que je viens de vous dire. Et elle augmentait ses ressources militaires en lui permettant de lever une armée plus importante par le biais de convocations légitimées par le pouvoir royal. Maire de palais. Pendant la période mérovingienne, les maires du palais, parfois préfets du palais, étaient les plus hauts dignitaires du royaume franc. Après les rois à l'origine simple, intendant du roi dans son palais, ils vont progressivement étendre leur pouvoir et leurs fonctions à partir du 7e siècle. Oui, c'est à partir de là qu'ils prendront le pouvoir sous forme des Carolingiens, comme on verra plus tard. Alors, voilà. À la suite de l'instauration de Clotaire, Childéric et Réginfred s'allient au duc Eudes, et non pas Saint-Eudes, hein, le duc Eudes. Au début de l'année 718, Charles Martel mena une armée au nom de Clotaire contre les Neustriens, oui, et les Aquitains. Alors les Aquitains, c'est l'Aquitaine, hein, l'Aquitaine, Bordeaux, Sarlat, tout ça, tout le bassin sud-ouest de l'Hexagone. Hein. Voilà, ça c'était la région les Aquitains. On les appelait les Aquitains. D'ailleurs, on les appelle toujours comme ça, hein, d'ailleurs. Qu'il vainquit à la bataille de Soissons. Voilà, la bataille de Soissons. Forçant Chilpéric à fuir en Aquitaine et à se mettre sous la protection du duc Eudes. Il conduit ensuite cette même armée en Saxe jusqu'à la rivière Weser. Bon, ça c'est en Saxe, hein, dans les pays alamaniques, donc Allemagne. Alors, l'Alex Alamanorum, c'est quoi ça? Ça oui, voilà, sont les deux premiers codes de lois médiévaux des Allemands. Oui, c'est ce que je vous disais, les Allemands, c'est la partie germanique. Alors, l'Alex Alamanorum, un code de loi pour les Allemands, d'accord, je me répète, hein, a été promulgué sous le règne de Clotaire et en son nom, l'un des trois groupes de manuscrits de l'Alex Alamanorum est appelé Lex Alamanorum, d'accord, Iotari, en raison de son élaboration par Clotaire. Clotaire meurt en 719, rendant nécessaire la conclusion d'un accord négocié entre Charles Martel et Eudes d'Aquitaine. Chilpéric réunifie alors le royaume et demeure roi des Francs jusqu'à sa propre mort en 721. Voilà, chers amis, un petit peu le parcours de ce prince. Donc voilà apparemment le portrait. Vous voyez, il n'y a pas de fleur de lys, il n'y a rien, hein, je vous le rappelle. Au cas où, bon. Alors maintenant, bon, je vous laisse parcourir les notes si vous le souhaitez sur Wikipédia concernant la vie de Clotaire IV. Hein. Vous allez sur Clotaire IV, vous verrez tout ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de notes, de sources, pardon. Les sources, bon, ben, c'est du livre de l'histoire des Francs, vers 727. Voilà, avec la matrone. Oui. Aujourd'hui, on dirait la belle-mère. Ah oui, les termes ont changé, mais ça veut dire la même chose. Chapitre 10 de la continuation de la chronique des frais des guerres, voilà, vers 760, etc. Voilà un petit peu, mes amis. Je voulais pas faire plus que ça l'histoire de ce roi, Clotaire IV, hein, comme je viens de dire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là? Non, ça c'est moi, ça. On revient ici, voilà. On va un petit peu faire de l'actualité, si vous voulez, mes amis. Non, je l'enlève. Voilà. Ah non, pas ça, surtout pas. Mince, alors qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, je vais faire ça. Voilà. Ah oui, ça, ils me remettent sur le... D'accord. Bon, ben, quand tu veux, hein. Alors l'actualité, bon, à part les États-Unis qui prend le devant sur toute l'actualité de l'Hexagone, hein, comme s'il ne se passe rien chez nous, à part les procès de Nicolas Sarkozy, bien sûr, c'est surtout Donald Trump, Elon Musk qui aurait fait un signe, se disant nazi. Bon, ça c'est la gauchiasse de notre pays qui dit ça, hein. À vous de voir, chers amis, ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est vrai, que c'est pas vrai, je vous laisse libre de vos opinions. Je vais pas ici débattre de ça, ou si vous voulez débattre avec moi, ben pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Euh, Poutine, Zelensky, Netanyahou, Hamas, c'est les réactions à l'investiture. Alors là, oui, ce serait intéressant de voir ça, mais j'ai pas le temps. Puis France 24, bon, c'est la presse mainstream, je lis pas trop parce que bon, parfois il y a des bons petits trucs quand même. En général, oui, ça peut arriver. Enfin bon, j'évite un peu les controverses là, parce que bon, je suis pas là pour faire d'actualité en principe, hein. Non, il n'y a pas grand-chose à part le procès de Nicolas Sarkozy. Voilà Elon Musk qui va faire son signe, qui va lever le bras, pardon, mais il n'a pas fait un signe nazi, hein. Voilà, regardez. Et c'est ce que montre, c'est ce que montre, vous voyez, voilà le monde, vous voyez, la post-mainstream, hein, je vous le dis, hein. France 24, Le Monde, le Nouvel Observatoire, bon, ils n'en parlent pas, mais enfin, c'est tout comme, hein. Le Figaro, sûrement, je ne sais pas. Ils montrent les mêmes images dans la presse, hein. La presse française se déchaîne dès l'élection de Donald Trump. Enfin, moi, je vois pas trop en quoi cela nous regarde. Alors oui, bien sûr que les États-Unis nous influencent sur le niveau politique. Nous sommes bien d'accord. Ça, là-dessus, j'en disconviens pas. Je vous le cache pas. Mais en quoi nous sommes concernés par... bon, je remets un petit peu la page, c'est pas la page d'accueil, hein. Je vais revenir à la page d'accueil d'ailleurs, si vous me permettez, chers amis, parce que là, euh, bon, qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Je reviens ici. Bon, je vais pas trop m'étendre sur l'actualité parce que ils nous disent pas grand-chose de notre pays, hein. Ah oui, Madame Elisabeth Borne est venue rendre visite pour son ouvrage à Rennes, comme par hasard. Comme par hasard, Emmanuel Macron est venu à Rennes. Aussi, c'était hier, enfin pour vous avant-hier, pour présenter les vœux à l'armée de notre pays. Pourquoi le faisait-il pas à Paris? En général, les présidents, quand ils souhaitent les vœux dès le 1er janvier, bon, d'abord la veille, c'est à nous, hein, à tout le monde, et puis ensuite au corps constitué, gendarmerie, enfin armée, la presse et tout ça. Pourquoi le fait-il en province? À Paris, il n'est pas bienvenu, hein. Apparemment, il a dû préférer la province. Au moins Rennes, c'est à gauche. Bon, il n'y a pas de problème, ça passera. Et Madame Borne est venue signer un livre à Rennes aussi, comme par hasard, au même moment où Emmanuel Macron se déplace à Rennes. C'est quand même curieux, non? Vous trouvez pas? Elle aurait pu aller signer son livre ailleurs, non? Pourquoi à Rennes? Ça montre bien que ça montre que notre pays est gouverné par la gauche. Je ne parle pas d'extrême gauche, bon, qui, ma foi, donne son influence par onde propagée, si vous voulez, par onde émise. À propos du signe que Elon Musk a fait lors de son discours, on peut dire que Mélenchon a fait la même chose il y a quelques mois ou 2, 3 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez un petit peu la politique, lors pas d'un bain de foule, mais d'un discours politique, je crois, euh, lors d'une lors d'un meeting, plus exactement, voilà, un meeting, une assemblée, si vous préférez, en français, il a fait le signe, il les a salués, vous voyez, c'est vous dire que bon, faut arrêter un peu les frais, non? Vous trouvez pas? Enfin, bon, quelque chose ne va pas dans notre pays, vous voyez, il y a quelque chose de faux, ça sonne faux chez nous, hein, dans l'Hexagone ça sonne faux, on se déchaîne depuis le jour de l'élection de Donald Trump et la perte de Kamala Harris, hein. Et depuis le départ, là, ce matin ou hier, pour moi c'est avant-hier, bien sûr, c'était hier, mais pour vous c'est avant-hier, le départ de Joe Biden de la Maison-Blanche, eh ben, écoutez,
place au vainqueur. Hein. Bon, moi, je ne suis pas du tout républicain ni démocrate, vous le savez. Moi, c'est plutôt le roi. C'est pas du tout la République. Donc, par conséquent, les élections américaines, oui, bon, bien sûr, on en subit les effets par onde, comme je vous ai dit, transmises d'un continent à l'autre, évidemment. Nous sommes sous la domination du dollar, qu'on le veuille ou pas. Donc, la politique américaine, évidemment, influera sur les décisions de Bruxelles et de nos pays. Ah, évidemment, chers amis. Voilà un petit peu la seule actualité que j'avais à faire, c'est tout. J'ai pas grand chose à vous montrer, je vais pas vous montrer Elon Musk tendant le bras, ni comment il s'appelle. Oh, je sais plus. J'avais une autre vidéo à j'aurais pu vous montrer une autre vidéo, mais bon, j'ai pas trop envie. Voilà, chers amis, je reviens au générique, on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez heureux en famille, soyez heureux avec vos amis, soyez dans la concorde, la bienveillance avec tout le monde, y compris sur votre lieu de travail. Et on se dit à bientôt. Au revoir.